Bonjour Dominique. Salut Pascal. Bonjour Camille. Salut Camille. Bonjour. Avec nous. Alors Dominique, pour les gens qui nous regardent et qui ne te connaissent pas encore peut-être, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Non, moi, je suis réalisateur. J'ai eu la chance, et je dis bien j'ai eu la chance parce que c'était vraiment un plaisir de réaliser récemment un documentaire qui s'appelle OVNI, une affaire d'État, où j'ai pu rencontrer des gens extraordinaires qu'on n'a pas la chance de rencontrer tous les jours. Et donc d'enquêter sur, entre autres, le programme AATIP, comment il a été créé, comment… Enfin voilà, je vous laisse découvrir le film, on en parlera peut-être un petit peu plus tard. On va en parler. L'opération de communication, ça c'est indéniable. On peut difficilement imaginer qu'aux États-Unis, des militaires, des anciens du Pentagone, etc., communiquent de façon totalement libre, débridée, sans qu'il y ait eu, je dirais, un certain cadrage. À partir du moment où vous avez une campagne de communication par des professionnels et qui expliquent effectivement ce genre de choses, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'au minimum, c'est une sensibilisation de la population américaine. Au minimum. Ça peut être aussi la préparation à une nouvelle réalité, c'est-à-dire qu'un jour, on leur dise « ben oui, ça existe et voilà comment c'est ». On les aura préparés à ça. Imaginez simplement qu'on nous dise ben écoutez, maintenant on est sûr de nous, on a la preuve que notre monde est également visité par d'autres mondes, où il y a des passages entre plusieurs mondes qui se font, autant vous dire que ça va quand même créer un vrai problème au niveau… Ça va faire réfléchir beaucoup de monde, parce que ça veut dire qu'on rentre dans autre chose. Et une problématique où il y a effectivement il y a des risques qu'on ne maîtrise absolument plus. A priori, ils sont gentils, mais on n'en sait rien. Et de toute manière, on ne maîtrise rien. Alors, donc ça veut dire qu'on est avec quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Or, vous savez que l'être humain, surtout aujourd'hui, déteste se trouver dans des situations où il ne maîtrise pas, il ne contrôle pas la situation. Donc le phénomène OVNI était déjà un petit peu là, donc quand tu as commencé ce documentaire, ou pas vraiment? Il a toujours été là, le phénomène OVNI. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse depuis que je suis gamin. Je me souviens, la première VHS que j'ai dû user, c'était une émission de E égale M6 sur les ovnis. Alors, Dominique, je précise parce que nous avons des gens assez jeunes. Est-ce que tu peux repréciser ce qu'est une VHS? C'est vrai ce que tu dis. Ça a commencé très jeune, ma passion pour les ovnis. Voilà. J'ai grandi, comme beaucoup de gens de ma génération, avec les films de Spielberg. Mon père a vu des ovnis et il n'était pas le seul le jour où il a eu son observation. Quand c'est ton papa qui te raconte ça et que, bon, même si mon papa aime beaucoup rire, en tout cas, je sais que quand il m'avait raconté cette histoire, c'est quelque chose qui l'a marqué, qu'il a vécu et dont il parle encore aujourd'hui. Comme souvent, effectivement. Comme souvent. Voilà. Alors. Donc après, je ne vais pas raconter toute ma jeunesse, mais vraiment, j'étais vraiment fan au point d'acheter tous les numéros de Factor X. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce magazine Factor X, mais on a parlé de Bob Lazar et tout, mais c'était dans les années 90. Je veux dire, Bob Lazar, maintenant, il est sur Netflix, c'est une superstar. Mais à l'époque, c'était super underground. Puis il y avait, je me souviens aussi de VSD. J'avais 12, 13, 14 ans qui sortaient aussi assez régulièrement des hors-séries sur les ovnis. Dont l'État, ils ont sorti le rapport Cometa aussi à l'époque. Cette fameuse une sur les humites où on a cette espèce d'humite, c'était VSD qui l'avait sorti, cette pochette, elle est mythique. Moi, elle m'a marqué avec cette représentation d'un extraterrestre, c'était quand même quelque chose. Ouais. Mais comment on en arrive à se dire, tiens, je vais aller voir une chaîne, et puis je vais leur dire que je vais faire un documentaire sur les ovnis. Alors, c'est chaud quand même. Pour OVNI, une affaire d'État, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été informé, comme les gens qui s'intéressent au sujet, qu'il y avait eu cette révélation, donc le 16 décembre 2017, du programme AATIP, la sortie des vidéos, des 3 vidéos filmées par des F-18,
l'émergence de To The Star Academy au même moment, enfin tout ça, et puis cette surabondance d'informations, d'articles de presse, de reportages sur les grandes chaînes américaines. Et j'étais hyper frustré de voir qu'en France, on n'en parlait absolument pas. C'est que les médias n'en parlaient absolument pas. Alors, ça a été repris de temps en temps dans une petite dépêche à droite à gauche ou sur un site d'information, même certains grands sites d'information, je ne dis pas, hein, j'ai retrouvé des articles de France Inter, du Parisien, etc. Mais je trouve qu'on n'en a pas parlé comme autant qu'eux en ont parlé aux États-Unis, de ce qui était en train de se passer. Et ça m'a paru, je veux dire, absolument être une information extrêmement importante. Et donc, je me suis dit, bon, peut-être que quelqu'un va faire un film dessus, ou l'a fait, j'ai cherché, il n'y avait rien. Donc, je suis allé voir Planète, et je leur ai proposé Planète Aventure Expérience, hein, parce qu'ils sont quand même très ouverts sur ces sujets-là. Ce soir, CNN a appris que le Pentagone avait un programme de recherche secret sur les ovnis. C'était secret, c'était classifié. Quand on dit faut-il croire aux ovnis, aux phénomènes aérospatiaux identifiés, le sujet n'est pas là. Il y a des recherches qui se font sur le sujet. Là, on est dans quelque chose, c'est indiscutable, si vous voulez. Il y a le pilote qui l'a vu, il y a les caméras qui ont filmé, il y a le tour de contrôle qui a identifié aussi, mais il y a plein de choses. Là, il y a un problème. On a une question de Sébastien qui dit « Pas de bâton dans les roues à faire ton film, justement ». De bâton, non. Oui. De bâton, non. Ça a été un petit peu long, donc comme vous l'avez vu dans la bande-annonce, il y a le sénateur Harry Reid qui a accepté de répondre à mon interview. Énorme, Harry, si tu nous regardes, je te remercie encore. Ah bah nous aussi, si tu regardes, on le remercie. Et ça a été, par exemple, un petit peu long pour avoir un feu vert de leur part. On a dû attendre 2 mois. Donc, c'est un film qui a été en mouvement, on va dire, jusqu'à la fin dans sa réalisation. C'est-à-dire que même à la fin, j'étais en fin de montage, je continuais à enquêter. J'avais ouvert plusieurs pistes jusqu'à la fin. Ce qui fait, d'ailleurs, je suis désolé et je m'excuse ce soir auprès des gens qui ne sont pas dans le film que j'ai interviewé. C'est absolument pas qu'ils ont été mauvais ou quoi que ce soit, c'est juste que j'ai dû faire des choix parce qu'on n'a que 90 minutes. Alors après, peut-être que ça fera une suite. En tout cas, ça m'a inspiré pour d'autres choses. Mais c'est ça qui était un petit peu difficile. C'était de faire des choix, de faire bien attention à pas dire de conneries, parce que même si c'est un sujet qui me passionne, que je connais, je ne suis pas un ufologue, je ne suis pas un expert non plus du sujet. Donc, c'est un sujet délicat. Et comme j'avais vraiment cette envie qu'il soit traité sérieusement, parce que un peu trop souvent, je ne dénigre pas ce genre d'émission, hein, on n'est pas là pour ça, mais c'est souvent un sujet qui est traité de manière un petit peu sensationnaliste, trop rarement sérieusement, bien qu'on puisse le traiter de toutes les manières qu'on a envie de le traiter. C'est pas, je ne critique pas, encore une fois. Mais c'est un sujet qui mérite, en tout cas encore aujourd'hui et encore plus en France, où je pense que encore pour beaucoup de gens, c'est un sujet qui n'est pas une réalité, qui est sujet à raillerie, à moquerie, bref, le sujet reste un peu touchy et sur le côté pas de bâton dans les roues, il y en a eu un petit peu, c'est-à-dire que pour être tout à fait honnête, l'ancien directeur du CNES, l'ancien directeur du GEPAN, Jean-Paul Agut, n'a pas souhaité participer au film. Ça s'était fait un peu au dernier moment, je crois, non ? Non, c'est pas ça. C'est qu'on lui a envoyé le dossier qui était destiné à la chaîne. Et lui, bon, il a vu dans ce dossier justement quelque chose traité de manière peut-être un peu trop sensationnaliste. Il l'a peut-être mal interprété. Et du coup, il a décliné sa participation, bien qu'on la liste des intervenants, enfin, je veux dire, on avait Harry Reid, Robert Salas.
Robert Salas, Avi Loeb, directeur du département astrophysique d'Harvard. Il y avait quand même. Il y a eu Paul Hynek aussi. Hein, Paul Hynek, oui. Voilà. Bon, il y a des invités, il y a des intervenants qu'on n'a jamais vus dans un documentaire français, quand même, il faut dire les choses. C'est énorme, ce plateau que tu as réussi à rassembler. Ouais. J'ai eu beaucoup de chance après, parce que donc à l'époque, Jean-Paul Agut a refusé, mais j'avais compris que comme il partait à la retraite, celui qui prendrait sa place pourrait éventuellement participer. Et ça a été le cas. Ouais. Du coup, on a Roger Baldacchino, directeur du GEPAN aussi, Roger Baldacchino, voilà, qui participe au film et qui présente dans le film la mission du GEPAN, parce que c'est quand même important. On est un des rares pays qui a un organisme officiel en France qui récolte les témoignages des phénomènes aérospatiaux notifiés et qui enquête là-dessus, qui est public, donc ça vaut le coup quand même que le grand public, en tout cas, soit au courant de l'existence du GEPAN, ce qui n'est pas encore. Ce qui n'est pas le cas. Alors ce que je propose maintenant, c'est peut-être pour donner un peu le ton de ce documentaire, parce que nous on en parle, on l'a vu, on s'est régalé, je te l'ai dit, mais pour l'instant les gens ne l'ont pas vu. Je propose peut-être qu'on mette un des extraits que tu nous as très gentiment fournis. Alors je prends le temps de le dire, comme ça Camille a le temps de se préparer. Un extrait extraordinaire. Voilà, extrait. Je suis prête. Ok, extrait. Alors, je propose peut-être qu'on mette l'extrait avec justement le sénateur Harry Reid, qui est un personnage central de la divulgation à TIP. Ce soir, CNN a appris que le Pentagone avait un programme de recherche secret sur les ovnis. Le programme s'appelait le Programme d'identification avancée des menaces aérospatiales, dirigé par l'officiel Luis Elizondo. Des dizaines de millions de dollars ont été alloués au programme par l'ancien leader de la majorité au Sénat, Harry Reid. À cette époque, j'étais le chef du Sénat et j'ai parlé au sénateur d'Hawaï, Daniel Inouye, et au sénateur de l'Alaska, Ted Stevens. Ils étaient tous deux représentants du comité des crédits. C'est lui qui détermine où les crédits pour la défense sont investis. Il contrôlait aussi ce qu'on appelle les fonds secrets, des lignes de budget noirs qui n'apparaissent nulle part. C'était secret, c'était classifié. Et je leur ai demandé de se rencontrer dans une chambre sécurisée du Capitole. Là, je leur ai exposé les faits et je leur ai dit que je voulais qu'on dépense de l'argent pour essayer de comprendre de quoi il pouvait bien s'agir. Donc là, ce qu'il explique dans cet extrait, c'est qu'il a été à l'initiative du programme AATIP et il explique comment ça s'est passé, comment ça a été voté avec les deux autres sénateurs, donc Daniel Inouye et Ted Stevens, où ils se sont réunis dans une chambre sécurisée au Capitole, où il a pris l'initiative et leur a parlé de ça. Il y a également un des deux sénateurs, je ne sais plus lequel, ça je crois que c'est pas dans le film, mais qui a eu un phénomène de Foo Fighters pendant la Seconde Guerre mondiale. Je crois que c'est le sénateur hawaïen. Oui, Daniel Inouye. Oui, il me semble, effectivement. Alors, il y a un personnage quand même qui manque dans ce documentaire, mais en même temps, on peut comprendre. Jacques non, pas Jacques, parce qu'on l'entend, mais je dirais un personnage plus, pas trouble, mais plus difficile à comprendre ou à lire, c'est Robert Bigelow. Alors, j'ai pas pu l'interviewer. Ouais. Et c'est pas faute d'avoir essayé, et, parce que moi, quand je ne lâche pas, faut me dire non 15 fois pour que je comprenne, sinon surtout sur un sujet comme ça, j'en pouvais plus. J'étais payé pour rencontrer les gens les plus extraordinaires sur le sujet. Je peux vous dire, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir, j'ai beaucoup de gratitude d'avoir pu travailler sur un film comme ça, parce qu'encore une fois, c'est pas un film de commande, hein, c'est quelque chose que j'ai initié. Hein. Beaucoup de films à la télévision sont des films de commande. Là, c'était vraiment une envie de ma part. Donc voilà, juste pour dire que j'ai beaucoup de chance et j'étais vraiment heureux d'avoir fait ça. Et Bigelow, j'ai vraiment insisté. Ça s'est pas fait malheureusement, mais on a pris l'extrait qui est un petit peu qui circule beaucoup sur le net, où il intervient dans 60 minutes sur CBS pour montrer
qui prend le sujet sérieusement et sans trop en dévoiler. Bon, enfin, je préfère que. Avec la dame blonde qui l'interviewe. Voilà. Bon, tiens. Je garde un peu de suspense quand même sur la déclaration de Robert Bigelow. Toi, tu la connais, mais peut-être que non. Il faut savoir que Robert Bigelow, ce qui est incroyable, parce que quand il y a de très rares interviews de lui qu'on peut trouver sur Internet, mais il y a une interview sur laquelle je suis tombé. Et ce qui lui a donné envie de créer Bigelow Aerospace, donc sa société d'aérospatiale, c'est le témoignage que ses grands-parents avaient eu, enfin, l'observation que ses grands-parents avaient fait sur les ovnis. En fait, il entend parler des ovnis depuis qu'il est gamin, et notamment de ce qui est arrivé à ses grands-parents. Et il s'est dit, il avait conscience qu'il ne pouvait pas faire des études pour travailler à la NASA ou quelque chose comme ça. Et lui, il explique, voilà, j'ai créé une chaîne d'hôtels parce que je voulais devenir très riche pour un jour créer ma propre boîte d'aérospatiale. Donc c'est complètement dingue. C'est-à-dire qu'il a créé tout son chemin pour en arriver le personnage qu'il est aujourd'hui, à 80 ans, je crois, maintenant, Robert Bigelow. Il a 80 ans. Ah oui, il les fait pas, alors, effectivement. Ouais, je pensais qu'il était plus jeune. jeune. Je vais peut-être pas dire j'ai un doute. Mais bon, il n'est pas. Il n'est pas frais. Entre 70 et 80. Mais oui, voilà, c'est vraiment un personnage en tout cas intéressant. Et il avait créé, avant Bigelow Aerospace, le National Institute for Discovery Science, le NIDS. Et il s'était entouré de Edgar Mitchell, qui est donc le 6e homme à avoir marché sur la Lune, John Alexander, qui est dans le film aussi, qui était un colonel de l'armée américaine qui a travaillé sur divers programmes liés au paranormal. Il a travaillé sur le programme de vision à distance, le programme Stargate, de remote viewing. Avec Al Puthoff, oui. Avec Al Puthoff. Enfin, tout ça est un petit monde, un petit microcosme absolument incroyable. Et donc voilà, en effet, Bigelow est un des personnages clés du milieu ufologique officiel aux États-Unis. Ouais. Ce qui est génial dans ce documentaire, je le dis, c'est que tu as réussi à respecter l'équilibre entre les intervenants français, puisqu'ils sont présents et bien présents dans le documentaire, mais en même temps, justement, tu mets de la lumière sur des intervenants américains que le public français ne connaît peut-être pas encore très très bien, justement, Harry Reid, Robert Salas aussi, encore une fois, qui est dans le film. Tu as aussi interviewé des intervenants français. Alors, je pense à Luc Dini, alors on l'a vu dans la bande-annonce, et justement, tu nous as fourni un autre extrait où un des intervenants de Sigma 2, alors Sigma 2 fait partie de l'AAF, qui est la 3AF. La 3AF, pardon, effectivement, et Sigma 2, c'est la cellule de la 3AF, qui est spécialisé dans l'étude des phénomènes ovnis. Alors, ils n'ont pas le lien avec le GEPAN. Hein. Alors, ils se connaissent, bien sûr, mais enfin, ils ne sont pas directement en connexion ensemble. Et tu nous as transmis un petit extrait où, justement, nous avons la 3AF qui s'exprime. La Sigma 2, pardon, je vais y arriver, qui s'exprime. Je ne suis pas du tout d'accord avec certains scientifiques, par exemple, qui disent « bon, tout ça, c'est des bêtises ». Non. Si on fait des observations qui sont avérées avec des gens qui ont l'habitude d'observer, comme les pilotes par exemple de chasse, qui voient des choses et c'est pas n'importe quoi ce qu'ils ont vu, si on ne comprend pas, on range l'information sur une étagère en attendant d'avoir une compréhension scientifique un peu meilleure de certains phénomènes physiques, en attendant de pouvoir travailler correctement sur le sujet. Mais on ne dit pas c'est des bêtises. De mon point de vue, ça n'a pas de sens. Bel extrait là aussi. Parce que c'est vrai que Sigma 2, c'est pas des comiques quand même, hein, on va dire les choses. Hein. C'est des gens très pragmatiques. Luc Dini a eu des fonctions quand même assez importantes. Monsieur Bescon aussi. Ils ont été faciles à approcher. Luc Dini n'est pas à la retraite. Hein. Il a toujours des fonctions importantes. Pierre Bescon, lui, est à la retraite. Il était directeur du site de lancement de Kourou en Guyane, du site de lancement des fusées Ariane. Il a notamment participé, il a été l'un des rédacteurs du rapport Cometa. Et je crois qu'il fait partie du comité de pilotage aussi du GEPAN, ou du comité d'experts. Il y a deux comités. Ouais.
Ils ont été faciles à approcher, enfin, où il a fallu vraiment montrer patte blanche pour qu'ils acceptent Écoute, comment ça s'est fait la rencontre avec Sigma? J'avais contacté Jean-François Clairvoy, parce que Jean-François Clairvoy, qui est astronaute, hein, qui a fait une mission absolument incroyable où il allait réparer le satellite Hubble. Il a toujours été très ouvert en fait sur le sujet OVNI. J'avais vu sa super conférence à l'INRES. S'appelait OVNI, une réalité, avec Leslie Keane, et très bonne conférence, hein, que je recommande. Stéphane Alix aussi, je crois. Il y avait Stéphane Alix, oui, bien sûr, parce qu'il est maître de cérémonie de cette conférence. Et il y avait le général de Brouwer aussi. Et le général de Brouwer, voilà. Je cherchais son nom. Et donc, on voit bien, Clairvoy, pour lui, le phénomène OVNI est une réalité, clairement. Maintenant, quelle est son origine? Il est ouvert à toutes les possibilités. Mais pour lui, il n'y a pas d'explication encore sur l'origine du phénomène. Alors, si on parle des scientifiques, alors tu as partagé... donc, pardon, je n'ai pas terminé, excuse-moi. Donc, Clairvoy fait partie de la commission Sigma 2, encore aujourd'hui, et il m'a présenté à Luc Dini, qui a voulu savoir un petit peu, qui m'a déjà posé pas mal de questions sur l'angle du film, etc. Enfin, moi, j'ai toujours essayé d'être le plus transparent possible avec mes intervenants et à leur donner toutes les informations sur le film avant qu'il soit fait. Voilà. Je voulais, parce que encore une fois, c'est un sujet où au montage, vous pouvez faire dire à quelqu'un ce qu'il n'a pas dit, etc. Donc, il faut faire très attention. Donc voilà. On a toujours travaillé avec tout le monde pour que ce soit le plus clair possible. Le plus clair, voilà, et que le produit ne soit pas dénaturé par rapport à ce que tu avais vendu sur le cahier des charges. Effectivement. Un astrophysicien aussi que j'adore, et tu le sais, et que tu as réussi à interviewer quand même. À Villobes. À Villobes. Formidable. Je crois que c'est mon moment préféré du documentaire. Est-ce que à Villobes, c'est vrai. C'est quelqu'un d'assez extraordinaire. Enfin, je pense qu'il était connu avant, mais on va dire plus dans le milieu des astronomes et des astrophysiciens. Et là, il a fait grand bruit aussi en 2017. C'était début 2018, surtout, je crois qu'il a commencé à parler de ça pas mal. Oumuamua, c'était Oumuamua. Ouais, ouais. Oumuamua. Que j'arrivais jamais à dire avant. Maintenant, je me suis entraîné. Donc Oumuamua. Qui veut dire, je crois, le messager. Le messager, je crois. Ouais, voilà, c'est ça. C'est de l'hawaïen, je crois. Hein. Donc, tout à fait. Tout à fait. Bon, il s'en est pris plein la tronche quand même. Hein. Il s'en est pris plein la tronche. Il a continué à s'en prendre, d'ailleurs, même au moment en fait, où je suis allé l'interviewer, il y avait encore des articles qui sortaient assez chauds à charge contre lui. Maintenant, bon, voilà, c'est un scientifique qui défend sa thèse. Mais c'était qu'une thèse en plus. Hein. Il a jamais dit. C'est qu'une thèse, et c'est ce qu'il dit dans le film. Il dit, c'est une hypothèse. Donc, pour rappeler peut-être à ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Oumuamua, enfin, j'imagine que la plupart la connaissent, mais à Villobes et son équipe travaillent sur Oumuamua, qui est le premier objet interstellaire qui a été détecté, qui est rentré dans notre système solaire. Et là, ils se rendent compte que en fait, il y a quelque chose qui va pas, qui colle pas avec les données d'une comète ou d'un astéroïde classique. C'est-à-dire que le truc tourne sur lui-même tous les 8 heures, et puis à un moment, on se met à accélérer, on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi. Il ne dégaze pas. Il ne dégaze pas, voilà. Il n'y a pas de trace de dégazage comme peuvent le faire les comètes ou même les astéroïdes. Non, peut-être pas les astéroïdes, mais en tout cas les comètes. Donc en tout cas, ça les a perturbés. Et pour lui, donc l'hypothèse, c'est comme les données ne correspondaient pas avec ceux d'un astéroïde ou d'une comète classique, il a dit, il est probable que ça puisse être une sonde qui a été envoyée par une civilisation extraterrestre pour peut-être nous rendre visite. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on dise de ton documentaire à partir du 15 avril ? Qu'est-ce qui te ferait plaisir ou qu'est-ce qui ferait que laisse dire au public ce qu'il a envie de dire sur le documentaire. J'espère. Moi, j'ai envie que le public apprenne des choses, qu'il s'interroge, qu'il fasse lui-même après sa propre enquête pour vérifier ce qui a été dit dans le film. Parce que quand on fait un film de 90 minutes,
on n'a pas le temps de tout dire. Et j'ai eu une grande frustration aussi parce qu'il y avait plein de… Encore une fois, je vous ai dit, il y a des intervenants vraiment que j'aurais aimé mettre dans le film et que j'ai pas pu mettre. Et voilà, donc ça, encore une fois, ça fera peut-être une suite. Mais on est obligé de couper. Je veux dire, j'ai fait des interviews qui durent 1 heure presque à chaque fois avec chaque intervenant. Et au final, vous gardez quoi, 4-5 minutes. C'est pas évident. Donc, Enfin, moi voilà, je dois te dire quand même. Votre propre enquête, cherchez par vous-même et vous trouverez Internet est quand même une bonne source d'information. Il faut faire attention, hein, parce qu'il y a aussi oui. beaucoup de fake news, beaucoup de fausses vidéos, etc. Mais si on va sur les bons sites et qu'on regroupe un peu les choses, etc., des fois, au bout d'un moment, on commence à y voir un peu plus clair. Alors moi, j'ai une question, Dominique, parce que tu nous as dit que tu t'intéressais à l'ufologie déjà depuis tout petit. Et c'est toi qui as eu envie en fait de faire ce documentaire. Quelle a été ton opinion sur l'ufologie avant le documentaire et après avoir rencontré toutes ces personnes pour réaliser? Alors du coup, c'est vrai que je m'intéressais au sujet, mais j'ai jamais fait partie de cercles ufologiques, etc. Et j'avais pas d'opinion particulière avant. Après, j'ai trouvé que c'était un milieu quand même parfois un peu violent où Comment non mais où dirons-nous. tiens, même très non mais ce qui m'a un petit peu déçu parce qu'on imagine trouver dans ce milieu donc des gens ouverts d'esprit et donc tolérants et en fait on se rend compte que pas forcément pas tout le temps mais après chacun à juste titre hein, peut-être je veux dire chacun est persuadé aussi d'avoir un bout de la connaissance ou d'être sûr de ce qu'il sait et peut-être encore une fois à juste titre donc c'est pas évident en tout cas de tirer son épingle du jeu, de savoir le vrai du faux, tout ça, le vrai du faux, du faux. Voilà. Non, mais j'ai pas envie c'est pas l'idée. Qu'est-ce que tu penses du milieu ufologique? Et puis en plus, il y a plusieurs milieux ufologiques, j'ai envie de dire. Oui, non, il y a le milieu ufologique associatif, et puis tu as le milieu ufologique officiel, institutionnel. Ouais, effectivement, c'est vrai. Et puis il y a les ufologues. Je pense que si on en a les moyens et le temps, parce c'est toujours une question de temps et donc de moyens, mais ce qui est bien quand on est ufologue, c'est de pouvoir aller à la rencontre aussi de ceux qui ont vécu des choses. Si on peut se permettre de faire ça et de rencontrer ceux qui font partie ou qui ont vu des choses, là, ça vous change aussi. Tandis que quand on passe son temps peut-être à lire des choses sur Internet, il y a quand même une distanciation, on n'est pas avec les gens, on lit des articles qui sont écrits d'une certaine manière. Le contact humain reste quand même quelque chose à privilégier quand on s'intéresse à l'ufologie et d'essentiel. Pensez-vous que la vérité dépasse la fiction? Ah, grand silence du coup. Ça dépend laquelle. Oui, non, mais déjà, c'est bien ce que tu as répondu, ça dépend laquelle. Je pense qu'il n'y a pas une vérité, et la vérité est quelque chose d'assez multiple. Mais sur le phénomène OVNI, en tout cas, j'ai découvert des choses qui, oui, en tout cas, sont dignes d'un film de science-fiction. Par rapport, alors par exemple, je ne sais pas si tu as vu la série Projet Blue Book ou pas. Bien sûr, j'ai regardé l'épisode 10 hier. Ah d'accord, parce la saison 2. Par exemple, ça peut être une bonne réponse à la question entre La vraie vie d'Alan Hynek, dont j'ai eu le plaisir de parler un petit peu à Paris, et puis la série Projet Blue Book, qui est quand même qui est sûrement d'excellente qualité, mais qui est très éloignée quand même de La vraie vie d'Alan Hynek. Qui est très éloigné, oui. C'est pas un biopic, ils n'ont jamais vendu ça comme un biopic de la vie d'Hynek. Après, ils se basent sur des faits réels, et après, ils brodent. Ils brodent bien, même. Ils y vont... à fond, oui, c'est un peu le… À fond, quoi. Mais je crois que les gens doivent garder à l'esprit quand même que, bien sûr, Hynek n'a pas vécu les événements
que vit le personnage dans la série quand même. Hein. Alors, oui, bien sûr, non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Après, encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que son fils, donc Paul Hynek, qui est dans le documentaire Revenu une affaire d'État, est le conseiller de la série. J'ai quand même, la série est parsemée de choses, d'événements qui se seraient réellement passés. Marie-Thérèse a une très bonne question. Ouais, Marie-Thérèse a une bonne question. Alors, est-ce que Dominique a eu l'occasion de parler de la série Blue Book avec Paul Hynek, justement? Oui, non, bien sûr. Je lui ai posé la question. Il a un peu éludé ce qui est vrai du faux dans ma question, parce que je lui ai dit ce qui m'intéressait, c'était de savoir ce qui était vrai et ce qui ne l'était pas. Ça, c'est un petit peu, bon, je pense que ce n'était pas forcément une question, lui, qui l'intéressait. Mais on a parlé davantage du programme ATIP avec Paul Hynek. On a plus abordé ces choses-là. On a parlé également de l'hypothèse de la divulgation en cours. Voilà. Il s'est pas trop attardé sur la série en fait. Et puis de toute façon, c'était un peu hors sujet, Marie-Thérèse, par rapport au documentaire. On pouvait pas parler de la série dans le film. Et j'imagine que le temps d'interview était quand même relativement court aussi. Il fallait être assez efficace, j'imagine. Pas toujours évident. Ouais, voilà, c'est pas comme. Voilà, on a un temps limité, il faut être efficace et essayer de coller au documentaire et ce que tu aimerais entendre de la part des intervenants. C'est clair. Je vois une question de Olivier, une diffusion intégrale des interviews en bonus un jour. J'aimerais bien. Oui, on a raté, effectivement. Ouais. C'est quelque chose dont je dois parler avec la production. Pourquoi pas? Alors justement, le fait que ce soit un documentaire qui ne t'appartient pas au final, ça veut dire qu'il y a des chances qu'un jour ça sorte en DVD ou pas du tout? C'est vraiment au beau vouloir de... C'est au beau vouloir de la production, oui, tout à fait. D'accord, ok. Voilà. S'il y a par exemple une pétition ou un truc qui se met en place, c'est possible? Ça pourrait le faire. Allez. Ah oui, donc alors le jeu pour Dominique. Alors le jeu pour Dominique. En fait, je vais juste te proposer deux choix et tu vas me dire un petit peu celui que tu retiens, en fait, tout simplement. Alors, si je te dis Star Wars ou Star Trek, qu'est-ce que tu retiens, toi? Star. Voilà, comment ça se direct. Non mais attends, du coup... Faut m'expliquer. Non, mais c'était simplement... Si je te dis Star Wars ou Star Trek, qu'est-ce que tu retiens? Tu choisis lequel, en fait? Voilà, je retiens lequel? Je choisis lequel, d'accord. Voilà, ok. Lequel retient ta... Merci, Camille. Hein. Star Wars. Bon, si je te dis Alien ou Predator? Alien. Bon. Hynek ou Sagan? Plus difficile. Hynek, d'accord. Même Contact. Si Sagan, c'est assez... bon. Si je te contact. Contact ou premier contact. Hein, ou premier contact. Tu vois? Mais Contact, parce que j'aime bien Robert Zemeckis. Ah ouais, c'est un chef-d'œuvre. Et un dernier choix, 2001, l'Odyssée de l'espace ou Independence Day? C'est 2001, bien sûr. Ah voilà, oui. Est-ce que tu veux dire un mot de fin, peut-être, pour les gens qui nous ont suivis? Je souhaite leur dire, je vous remercie à tous d'avoir assisté à ce live. J'espère que vous passerez un bon moment en regardant OVNI, une affaire d'État. Et puis, je me tiens vraiment à votre disposition à la suite de la diffusion des films. Si vous avez des questions, si vous voulez qu'on en parle, voilà, je reviendrai avec plaisir à discuter avec vous du film. Encore une fois, Dominique, un grand merci. Moi, personnellement, j'ai passé un super moment avec vous deux. Merci à vous. J'espère que vous aussi, vous avez passé un chouette moment. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez partager, que vous allez revenir. Sachez aussi qu'on a bien sûr une page Facebook où vous pouvez nous suivre et également une page Twitter qu'on a réactivée, donc, et notre site internet. Donc, si vous voulez suivre nos infos, c'est pas compliqué. On est quand même bien présent sur Internet. Audrey, merci beaucoup. Merci Audrey d'être là. Je voudrais remercier aussi Dead Hunter qui nous suit, Jean-François qui est un enquêteur
enquêteurs de chez nous qu'on adore. Excellent live, merci beaucoup Jean-François, c'est vraiment un plaisir de l'avoir fait. Merci à tous, Nicolas, Deadpool, Sébastien, merci d'être là, Olivier. Voilà, on vous embrasse tous. Et puis, une fois que la bande-annonce sera partie, je pense qu'on s'arrêtera là-dessus. C'est ce que j'allais dire, je suis prête. Régis de la régie, c'est à vous. Ce soir, CNN a appris que le Pentagone avait un programme de recherche secret sur les ovnis. C'était secret, c'était classifié. Quand on dit faut-il croire aux ovnis, aux phénomènes aérospatiaux identifiés, le sujet n'est pas là. Il y a des recherches qui se font sur le sujet. Là, on est dans quelque chose, c'est indiscutable, si vous voulez. Il y a le pilote qui l'a vu, il y a les caméras qui ont filmé, il y a le tour de contrôle qui a identifié aussi, mais il y a plein de choses. Là, il y a un problème.